Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, le plaisir. À vos côtés, Paul de Saint-Cernin. Paul qui nous racontera des histoires et on jouera ensemble et on verra si ces histoires sont vraies. Il faut se méfier, vous de lui, il peut parfois être assez retors. D'accord. Vous êtes l'incarnation de l'optimisme. Quand vous êtes arrivé sur le plateau, les gens tout de suite avaient le sourire, étaient joyeux, étaient contents de vous voir. Comment est-ce que vous l'avez développé, cette énergie? Est-ce que ça se travaille, l'optimisme? Est-ce que vous l'avez travaillé? Je crois que je suis foncièrement comme ça. Je n'ai pas l'impression de m'être dit, tiens, allez, travaille un peu là-dessus. Non, je pense que je suis foncièrement, intérieurement triste et nostalgique, ce qui fait que je suis encore plus optimiste. Pourquoi triste et nostalgique? Parce que je suis nostalgique de ma jeunesse et je pense que c'est quelque chose qui fait freiner en fait, qui rend trop triste. Alors je pense que je suis quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur d'essayer de, sans penser que je ne vois rien et que j'habite les bisounours, mais j'essaye de mettre quelque chose de positif dans la vie parce que je trouve que ça nous fait du bien, ça nous fait avancer, ça permet de projeter des choses plus intéressantes. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'était mieux avant. Eh ben, ils ont C'est tort. justement son combat. Ouais, c'est mon combat. Enfin, mon combat. Oui, façon de parler, mais en tout cas, Non, c'est mais votre en fait, énervement. comme on dit dans le spectacle, ce qui était mieux avant, c'était nous. Parce qu'on était jeunes, beaux, plein d'insouciance, plein d'avenir, plein de projets, plein de choses. Alors que, voilà, aujourd'hui, quand plus on avance dans le temps, plus l'avenir est court. Donc, c'est vrai que ce temps-là, il est réjouissant de s'en rappeler. Et puis, il est réjouissant de s'en rappeler parce que c'était aussi les gens qu'on avait autour de soi, ses parents, sa famille, ses amis, ses ex, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et que si passer le cap de la soixantaine, c'est un cap un peu bizarre parce que on n'est plus à la fois, comme on dit dans le spectacle, on est trop vieux pour les discothèques, trop jeune pour les thés dansants, trop vieux pour acheter un appartement à crédit et trop jeune pour vendre le sien en viager. Donc on est un peu dans une espèce de no man's land comme ça où on ne sait pas trop où s'installer. Il y a des gens qui ne sont pas encore à la retraite, ceux qui n'ont pas envie d'y être. Il y a un moment comme ça un peu déstabilisant où effectivement on a plutôt tendance à se dire ah bah oui c'était mieux avant parce que tout d'un coup ça nous raccroche à quelque chose qui était plutôt on va dire joyeux de se dire on a toute la vie devant nous et puis en fait on se dit non ce qui était mieux avant c'était nous parce que tout dépend du moment où on est né. Ce qu'on se dit, c'est qu'il fallait naître avant. Je veux dire, Mais il pourrait y avoir deux versions de votre spectacle. Une version, un café philosophique, on vient de vous entendre, et puis une version marrante. Mais il y a la version marrante. Il y a les deux. Il y a les deux. Non, bien sûr, oui, évidemment, mais vous en parlez avec beaucoup de... on sent que vous avez instruit la question d'une façon qui n'est pas que comique. Oui, mais je pense que le spectacle est drôle, mais il est aussi... il se positionne sur du questionnement, de l'émotion aussi. Je pense que le fait de se rendre compte que évidemment le temps se raccourcit, c'est quelque chose de très émouvant qui peut effectivement vous emmener un peu dans des choses dépressives. Et comme je suis pas comme ça, et que tous les 10 ans, je partage en fait. C'est ça, chaque fois que vous entamez une décennie, vous faites un one-woman show. Chaque décennie. Alors je sais pas ce que sera mon centenaire. Alors non, ma question c'était pour... Ma question, c'était déjà pour les 70 ans, mais bon, ça c'est... Bah pour les 70 ans, on verra où j'en serai à ce moment-là. Mais j'espère en tout cas donner toujours l'idée que c'est chouette de vivre, quoi. C'est bien. C'est aussi un plaidoyer contre les bougons, les ronchons, Oui. Et peut-être aussi contre Alain Finkielkraut, qui est le chantre du C'était mieux avant, c'est l'anti-Finkielkraut. Oui, mais c'est peut-être, je sais pas, et après chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas ma philosophie de vie. Mais il adore rigoler, Finkielkraut. C'est-à-dire qu'il est triste à la télé, mais... quand il n'est pas à la télé, il est très drôle. Ouais, il aime vivre. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah, ben, souvent, la télé, c'est ça. Lewis, moitié-moitié. Quand vous êtes sur scène, vous vous sentez à la maison? Oui, c'est ma première maison. La scène, les planches, c'est un endroit fabuleux, quoi. C'est une communion avec le public. Je sais pas, je m'y sens bien. Je me pose, même si j'ai un trac de fou, mais chaque soir, le trac revient. Oui, alors il est différent, il s'atténue plus vite. Les premiers temps, il me faut 20 minutes avant de lâcher prise. Et puis voilà, plus ça va, plus ça se restreint, ça se réduit. Mais en fait, je compare ça toujours comme un premier rendez-vous. Amoureux. Ouais. Je pense qu'on est comme dans cette... il faut séduire.
et ne pas décevoir. Alors, les premières fois quand on fait ce métier, qu'on se retrouve devant les gens, comme la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit, bon, il faut séduire. Et puis après, si on veut que ça continue, il ne faut pas décevoir. Et je pense que ne pas décevoir est encore un poids plus supplémentaire que la séduction. Ça vous a pesé, ça, dans la vie, cette notion de ne pas décevoir? Oui, je pense que c'est très important. Je suis quelqu'un qui... C'était par rapport à vos parents? Oui, avec le père que j'ai eu, professeur Choron, c'était un sacré homme. personnage. Voilà, c'était un homme exceptionnel. Fondateur de Harakiri et Charlie Hebdo. Voilà, quelquefois pas simple à porter, mais c'était quelqu'un dont j'avais envie d'avoir l'assentiment et l'admiration, certainement. Donc c'est vrai que c'est important pour moi, la séduction. Oui. Il était trash, vous êtes trash? Pas du tout. Alors, il était trash. Après, qu'est-ce que ça veut dire trash? En tout cas, à l'antenne. Les vieux magazines Harakiri, il y avait des filles à poil avec un caca sur l'épaule, une banane dans le cul. Enfin, il y avait des trucs qu'on n'oserait plus aujourd'hui. Qu'on n'oserait plus aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on ne regarde pas. C'est vrai. Je suis sûre qu'il se passe plein de trucs encore plus bizarres. Le trash existe et il existera toujours. Non, mais moi, je n'ai pas cet humour-là, mais je suis pas non plus totalement si loin de ça. Je peux faire des choses sur scène et dire des choses sur scène où effectivement il y a une filiation qui s'installe. Quand sur Et pas une ride, je dansais le tango de la ménopause avec un tampon géant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui fassent ça. Vous dites que vous avez eu peur de décevoir, enfin que ça fait partie des éléments de votre vie. Qu'est-ce qui vous déçoit, vous? Est-ce que des gens sont décevants au fil du temps? Oui, quelquefois ils sont décevants parce qu'on imaginait des liens avec des gens et que ces liens n'existent pas autant qu'on pouvait le penser. Ça peut être décevant, effectivement. Bon, en tout cas, sur scène, vous êtes radieuse, c'est hyper ludique, la mise en scène est très joyeuse. Il y a l'écran géant, il y a des choristes aussi. Vous chantez? Oui, beaucoup. Mais vous y prenez un plaisir de dingue. Vous n'êtes pas passé à côté d'une carrière parce que vous avez une belle voix? Non, mais franchement. Merci. Mais en fait, pendant très longtemps, on m'a un peu frustré la voix, en fait. Frustré la voix? Oui, marrant, parce que j'ai appris ça avec mon coach, qui, hélas, n'est plus là, mais Marco Beaco, que j'avais été voir pour le précédent spectacle, pour apprendre à chanter. Et la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, mais je chante faux, c'est horrible. Il m'a dit, personne ne chante faux. C'est parce qu'il faut apprendre. On apprend et on chante à la justesse de son cœur. Et donc, j'ai appris avec lui. Et ça m'a libérée. Et effectivement, tout d'un coup, j'ai plus eu peur. Et je chante et j'aime ça. Et j'y prends un plaisir fou. Mais je ne ferai pas une carrière de chanteuse parce que c'est autre chose, c'est encore un autre métier. Mais chanter comme ça, quelques chansons dans le spectacle. Laurent Ruquier l'avait déjà senti sur Je préfère qu'on reste amis. Je chantais des petits bouts de chansons qui étaient des petits bouts de chansons connus. Là, c'est des chansons en majorité que nous avons, qui ont été composées par Jacques Davidovici et qu'on a écrites avec Marie-Pascale Austéritte. Il y a 2 reprises, une chanson de Maillan et une chanson d'Orelsan. Mais autrement, on est... Vous chantez Orelsan? Oui. Laquelle? Basique. Ok. Oui. Et qu'on a transformé en On m'appelle pas madame. Et puis, il y a Jacqueline Maillan aussi. Jacqueline Maillan. C'est une icône pour vous? C'est un modèle? Mais je pense que toutes les femmes qui ont réussi à faire ce métier malgré tout sont des femmes qui nous ont ouvert les portes à toutes les actrices. Parce qu'il y avait 2 sortes d'actrices. Il y avait les actrices de la comédie française, des femmes qui jouaient des rôles à texte classique. Et puis, il y avait les actrices de cinéma qui étaient des femmes glamour, qui faisaient rêver, dont tout le monde était fou, etc. Et puis, il y avait des comédiennes qui essayaient de jouer, elles avaient envie de faire ce métier. Et elles sont passées par le théâtre de boulevard et qui a ouvert des portes extraordinaires à des tas de genres de femmes différents, que ce soit effectivement Jacqueline Maillan, Marthe Mercadier ou plein d'autres. Et Jacqueline Maillan était une femme qui transformait les textes, quoi. Elle transformait tout, Jacqueline Maillan. Elle transformait tout en elle. C'était comme on peut imaginer De Funès qui attrapait un personnage et qui en faisait quelque chose de très différent presque de ce qui était écrit. On a reçu ici des humoristes femmes et une nous a dit il y en a que pour les hommes dans ce métier où il faut faire rire. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que les femmes humoristes sont moins bien traitées, moins bien représentées, moins bien produites sur Paris que les hommes?
Moi, j'ai pas cette impression, mais peut-être qu'elles ont leur raison. C'est vrai on arrive un peu tard, nous. Hein. L'humour chez les femmes, c'est quelque chose d'assez récent. Et parce qu'il faut avoir un certain... L'humour demande une lucidité. L'humour est un pouvoir. Et le pouvoir est resté longtemps masculin. Et il est encore sur beaucoup de situations. Donc, prendre la place de la scène et prendre la place de celle qui est seule et qui parle et qui dit des bêtises, etc., et qui ose, c'est une place difficile à obtenir. Ça complique les rapports avec les hommes aussi, dans la vie privée, d'être une femme publique exposée qui fait rire. Je pense que c'est très compliqué, oui. Donc c'est un frein pour certaines femmes, vous pensez? Je suppose, oui, parce que je pense que même dans la vie, l'humour est quelque chose de compliqué dans la séduction. Vous pensez que les hommes, ils n'aiment pas les femmes drôles? Je pense qu'ils le disent, mais qu'ils ne couchent pas avec. Vous avez compris? Je suis en main, moi. Non, mais c'est vrai qu'on dit souvent c'est un peu direct ce que je dis, mais c'est vrai que souvent, mais moi j'adore les femmes drôles, etc. Et en fait, pas tant que ça. On aime, les hommes aiment, je parle pas de vous personnellement, j'essaie de faire une généralité, mais je me rends compte qu'à chaque fois, on adore, je vais te présenter ma pote, tu vas voir comme elle est marrante. En fait, on est réduite à marrante. Et la séduction, elle disparaît. Alors que des copines qui disent, je vais te rencontrer un mec, attends, mais je vais te présenter un mec, il est, mais moi, je me fends la poire avec lui. Et là, tout de suite, on est fasciné. On se dit, un mec drôle, un mec qui fait rire, un mec qui a de l'humour, qui a cette sensibilité-là, c'est toujours excitant. L'inverse est vrai aussi, parce qu'une femme marrante, ça peut bloquer certains hommes, mais sur scène, pour en voir beaucoup, une femme belle, on ne va pas forcément écouter ce qu'elle va dire pendant les 2 premières minutes de son sketch. On va d'abord regarder son physique et voir si son humour est en adéquation avec son physique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est-à-dire que le physique d'une femme est vachement plus regardé quand elle est sur scène que celui d'un homme. De toute façon, mais le physique d'une femme, il est regardé quoi qu'il arrive, permanence. C'est-à-dire qu'on voit bien, même chez les actrices de cinéma. Je veux dire, moi, je fais peu de cinéma, mais je sais pourquoi. C'est-à-dire que moi, je rentre pas dans les canons de On vous genre a fermé de des femme. portes de cinéma, vous pensez? Fermer les portes, en tout cas, on me les a pas ouvertes. Donc, j'ai fait quelques films, mais par rapport, ça fait 35 ans que je fais ce métier maintenant, je m'en plains pas. La télévision m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup de rôles merveilleux. Et beaucoup de popularité Et aussi. beaucoup de popularité. Et des rôles merveilleux que peut-être on m'aurait pas proposé au cinéma. Muriel Robin, elle s'est plainte ouvertement de ça. Oui, je sais, Muriel elle a dit, et d'ailleurs, ça a peut-être accentué encore le malaise. Elle s'en est plainte. Mais moi, je peux comprendre qu'elle s'en plaigne, parce que le problème de notre métier, c'est que c'est un problème de désir, au départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'on corresponde au désir d'un réalisateur, d'un auteur, d'un producteur. Quand on ne correspond au désir de personne, on a cette impression-là, en tout cas des professionnels, c'est comme des coups de poignard, on ne comprend pas, on se dit, mais pourtant, je ne suis pas mauvaise, j'ai un peu de talent. Je bosse. Je suis là, je suis d'accord. et c'est pour ça que, en fait, je me rappelle même Josiane Balasco, quand elle a fait son premier film, pour rester dans le métier, pour faire du cinéma. Parce qu'au départ, on ne propose pas. On n'est pas dans ces canons, dans ces critères du cinéma, quoi. Il est temps